Donc, le système Pi de la molécule. Bon, alors attendez. Petit problème technique. Voilà. Donc, on avait la molécule d'hexatriène, c'est H2, double liaison CH, CH2, CH plutôt. Voilà. Donc, on avait dit que cette molécule-là, elle était traitée en utilisant le modèle de la boîte de potentiel linéaire. Donc, selon l'axe des X, entre 0 et L, tel que L est égal, on nous dit dans l'exercice que L, il est égal à quoi? Il est égal à la longueur de la liaison, plutôt la longueur de la molécule. Le L, on vous dit dans l'exercice, c'est la longueur de la molécule. La longueur de la molécule est égale à la somme des longueurs de liaison. La somme des longueurs de liaison. Donc, 3 fois la liaison double, plus 2 fois la liaison simple, plus on vous dit dans l'exercice, 2 demi-liaisons. 2 demi-liaisons. Chaque demi-liaison, elle est de 0,7, pas 0,2. Donc, sur la série, c'est écrit 0,2, mais en fait, c'est 0,7. Donc, c'est plus 2 demi-liaisons, donc plus 2 fois 0,7. Voilà la longueur de la molécule, c'est-à-dire la longueur de la boîte, c'est-à-dire la dimension de la boîte. Ça, c'est la dimension de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Je vais juste la rappeler rapidement. Donc, dans la boîte de potentiel linéaire, on a 2 résultats importants. On a la fonction psi, qui dépend de x, qui est égale à racine de 2 sur L, sinus npi sur L fois x, et là, l'énergie En est égale M2 H2 sur 8M L au carré, tel que ce L-là, c'est la dimension de la boîte. Donc, si la dimension est égale à L, on met L. Si la dimension est égale à A, on met A. Si la dimension est égale à 2L, on remplace L par 2L partout. D'accord? Là, bien L, on met 2L, etc. Avec N égale 1, 2, 3, etc. Nombre quantique. D'accord? Donc, voici les résultats que vous utilisez à chaque fois dans le cadre de la boîte de potentiel linéaire. Donc, on utilise ce modèle-là pour étudier les 6 électrons pi. Pourquoi il y en a 6? Parce qu'il y a 3 doubles liaisons. 2, 4, 6. 6 électrons pi qui vont se déplacer le long de la boîte. D'accord? Donc, il y a 6 électrons pi qui vont se déplacer et donc qui vont forment le système pi. Donc, la dimension de la boîte, on l'a, la voilà. On a les résultats de la boîte, c'est-à-dire la fonction et l'énergie. À chaque fonction lui correspond une énergie. Maintenant, quand on vous parle dans un exercice de longueur de liaison, etc., on vous dit dans l'exercice, l'expérience, bon, on vous dit dans l'exercice, donc, on applique le modèle de la boîte de potentiel linéaire pour étudier le système pi de la molécule d'hexatriène. Alors, et je vous ai dit la dernière fois que la molécule d'hexatriène, en fait, elle n'est pas linéaire. Donc, ici, on a l'impression qu'elle est linéaire, mais en fait, non. Parce que les carbones, ils sont tous hybridés sp2.
Et les hybridations sp2, ce sont des liaisons qui sont à 120 degrés l'une de l'autre. Donc, vous avez 3 liaisons dans le plan qui sont à 120 degrés, 3 liaisons sigma à 120 degrés, et le système pi qui est perpendiculaire au système sigma. Donc, le système sigma, il forme un plan, le système sigma forme un plan, et le système bon. D'accord? Alors, le système sigma forme un plan. Pourquoi? Parce que c'est des angles de 120 degrés. Les hybridations sp2, c'est des hybridations à 120 degrés. Chaque fois, vous avez 120. Voilà. Donc, c'est impossible que la molécule soit linéaire. Mais on va faire une grosse approximation. On va supposer que la molécule est linéaire. Donc, le système sigma forme un plan et les électrons pi, ils sont où les électrons pi? Ce sont les orbitales de pz qui ont, chacune va contenir un électron pi perpendiculaire. L'orbitale de pz, elle est perpendiculaire, toujours perpendiculaire au plan. Et après, ça va vous faire le système pi, donc comme ça, qui va se déplacer. Les électrons pi vont se déplacer tout le long de du squelette sigma. Donc, grosse approximation sur la géométrie de la molécule. La géométrie n'est pas linéaire, mais elle est comme ça en zigzag. D'accord? Donc, vous avez le plan sigma et les électrons pi qui sont au-dessus. Donc, on va supposer la molécule linéaire. On suppose la molécule linéaire. On est obligé, sinon on ne peut pas appliquer le modèle de la boîte linéaire. D'accord? On est obligé. Maintenant, une fois qu'on a décidé du modèle, on va appliquer ces résultats. Alors, on vous dit dans l'exercice, on vous dit, l'expérience montre qu'il existe une transition. Donc c'est un électron qui va passer d'un niveau initial vers un niveau final. Donc, l'expérience, et ça, c'est l'expérience qui le dit, hein. Donc, c'est une donnée expérimentale. L'expérience montre qu'il existe une transition à 268 nanomètres et que cette transition est celle qui met en jeu l'énergie la plus faible. Donc, cette longueur d'onde-là, elle correspond à une transition électronique qui met en jeu l'énergie la plus faible. Donc, quand on vous parle de transition électronique, automatiquement, c'est le passage de l'électron d'un niveau énergétique vers un autre. Et dès qu'il faut faire passer un électron d'un niveau vers un autre, eh ben, il faut faire le diagramme énergétique. On est obligé à chaque fois de faire le diagramme énergétique quand on parle de transition électronique. On est obligé. Donc, on fait le diagramme. Pour chaque valeur de n, on a une fonction et on a une énergie. D'accord? Donc, pour n égale à 1, on a E1 et Psi1, un niveau énergétique. Regardez, E1 est égal à quoi? Il est égal à H carré sur 8mL au carré. On n'a pas besoin de calculer pour l'instant. H au carré sur 8mL au carré. D'accord? Maintenant, E2, le niveau n égale à 2, il sera égal à quoi? Il sera égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4H au carré sur 8mL2. Donc, on va placer nos niveaux d'énergie sur un diagramme. Donc, le niveau E1, il est là. Le niveau E2, automatiquement, il sera plus haut. Pourquoi? Parce qu'il est plus élevé, il est plus grand. Ici, c'est H2 sur 8mL2. Ici, c'est 4H2 sur 8mL2. Donc, vers les valeurs les plus grandes. Et ça va donner Psi2. E3, ça va être 9, parce que 3 au carré, 9H2 sur 8mL2. E4, ça va être
16, E5, etc., E4, E5, etc. Donc ça, c'est le diagramme énergétique. De toutes les façons, quand on fait un modèle, on utilise toujours son diagramme énergétique. On est obligé, sinon, il ne sert à rien. Alors, une fois qu'on a fait le diagramme énergétique, on place quelques niveaux, les niveaux qui suffisent pour placer nos électrons. Alors, on a combien d'électrons? On en a 6. On place les électrons sur le diagramme énergétique. D'accord? On place les électrons sur le diagramme, tel que on commence toujours par les niveaux les plus bas. Donc, c'est celui-là le plus bas. On commence par les niveaux les plus bas. On remplit au fur et à mesure les niveaux les plus bas avec 2 électrons par niveau au maximum de spin opposés. Comme d'habitude, c'est comme quand vous remplissez les orbitales atomiques 1s2, 2s2, 2p, 2p, etc. Donc, c'est 2 électrons par niveau, uniquement 2 électrons avec des spins opposés. Voilà. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on remplit le diagramme. Maintenant, on m'a dit, alors, on appelle cette orbitale-là, parce que plutôt ce niveau ici, on va parler de niveau, pas d'orbital, on appelle ce niveau-là, on appelle le niveau HOMO. Pourquoi? Parce que c'est le niveau, c'est le dernier niveau occupé, le dernier niveau énergétique occupé avec 2 électrons ou bien un électron. L'essentiel, le dernier niveau occupé. Et on appelle ce niveau-là, on appelle l'HUMO. Parce que c'est en anglais ici. Hein? HOMO, c'est highest. Highest. Orbital, moléculaire, occupé. Moléculaire, orbital, si vous voulez. Ici, c'est lowest, le plus bas. Donc, la HOMO, c'est le dernier niveau occupé, c'est-à-dire le plus haut niveau occupé, le plus haut en énergie. Et la LUMO, c'est le premier niveau vide, c'est-à-dire le niveau vide le plus bas. Parce qu'après tous, ils sont au-dessus et ils sont vides. Donc, le plus haut niveau occupé, le plus bas niveau vide. Voilà. Donc, ça, c'est pour la nomenclature. Maintenant, dans l'exercice, on vous dit, expérimentalement, il y a une transition qui correspond à l'énergie la plus faible. Donc, tout le monde sait que lorsqu'on obtient une transition, plutôt lorsqu'on obtient un rayonnement, c'est parce qu'on a fait une transition électronique. Quand on fait une transition électronique d'un niveau 1 initial vers le niveau final, vous avez une différence d'énergie delta E. D'accord? Quand on fait une transition d'un niveau initial vers un niveau final, vous avez une différence d'énergie delta E, et ce delta E, il est égal à H mu, et il est égal à HC sur lambda. Donc, c'est ce lambda-là qu'on m'a donné. On m'a dit 268 nanomètres. Lambda expérimental est égal à 268 nanomètres. Et on me dit que ce lambda-là, il est associé à quoi? À la plus faible énergie, la plus faible. C'est l'écart le plus faible. Quand on vient voir ici notre diagramme énergétique, qu'est-ce qui va faire une transition électronique? Ce sont en général les électrons de la HOMO, parce qu'ils sont les plus hauts en énergie. Ce n'est pas ceux qui sont à l'intérieur. En général, comme vous le savez, dans un atome, ce sont les électrons de valence, pas les électrons de cœur qui vont intervenir. Donc, c'est le même principe ici. Donc, cet électron-là, quand il va passer, il va faire une transition électronique. Il peut passer ici, il peut venir ici, il peut venir ici, il peut venir au niveau 6, au niveau 7, etc. Mais nous, dans l'exercice, on nous dit correspond à l'énergie la plus faible. On voit bien que lorsqu'il va transiter, l'électron va passer de ce niveau-là à ce niveau-là, la différence d'énergie, elle sera plus faible que de ce niveau-là à ce niveau, ou bien de ce niveau au niveau 6. Donc, quand il passe de la HOMO à la LUMO, c'est là où l'énergie est la plus faible. C'est la différence d'énergie entre les deux niveaux, c'est là où elle est la plus faible. C'est lorsqu'il passe de la HOMO vers la LUMO. Donc, on me demande de faire la transition électronique de la HOMO vers la LUMO. D'accord? Donc, delta E, il sera égal à quoi? Delta E. Delta E, il sera égal à E final
c'est-à-dire E de la LUMO, moins une E initiale, c'est-à-dire E de la HOMO. Parce que c'est cette transition-là qui demande le moins d'énergie. Toutes les autres, elles demandent beaucoup plus d'énergie. Et donc là, la LUMO, c'est E4 et la HOMO, c'est E3. Donc, le delta E qu'on nous a donné ici, le delta E, plutôt le lambda qu'on nous a donné, et le lambda qui correspond à la transition de la HOMO vers la LUMO, c'est-à-dire E4 moins E3. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ce modèle-là? On va essayer de retrouver cette valeur expérimentale. On va essayer de la calculer et vérifier est-ce qu'on trouve effectivement le même résultat. D'accord? Donc, delta E égale E4 moins E3 est égal H nu est égal HC sur lambda. Mais nous, ici, ce qu'on calcule, c'est un lambda théorique. On va le comparer au lambda expérimental. Alors, E4, c'est égal 4 au carré, c'est N2H2 sur 8mL2, donc 4 au carré, c'est-à-dire 16 H2 sur 8mL au carré, moins 9 H2 sur 8mL au carré, est égal HC sur lambda. 16 moins 9, ça fait 7. Donc 7 H2 sur 8mL au carré égale à HC sur lambda. HC sur lambda. D'où le lambda. Lambda égale, bon ici H, je simplifie H avec H. Lambda est égal 8mL au carré, 8mL au carré fois C sur 7H. Voilà, voilà le lambda, à quoi il est égal. Le lambda de la transition de l'électron de la HOMO vers la LUMO en utilisant le modèle de la boîte de potentiel linéaire. D'accord? C'est un lambda théorique. D'accord? Théorique parce qu'on a utilisé un modèle qui est le modèle de la boîte de potentiel linéaire. Donc le L, on le connaît puisqu'on l'a calculé ici. Le L, on le connaît. Je crois qu'on trouve 8,5. 8,5 angstrom. Et on n'a plus qu'à remplacer ici. On nous a donné la masse, on nous a donné la longueur, plutôt le H, on connaît C et on remplace. Alors, le résultat, bon là je crois qu'on trouve 343 ou 340 à peu près. Je suis pas sûre, mais c'est dans les 340. 340 nanomètres. D'accord? Donc, on n'a pas trouvé 268. C'est pas égal à la valeur expérimentale. Donc, c'est normal. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un modèle très, très simple, très simplifié. Une boîte de potentiel linéaire, en fait, les électrons, ils ne se déplacent pas ici sur le long d'une boîte linéaire, c'est-à-dire la molécule, elle n'est pas linéaire. Donc, ici, on a fait une grosse approximation sur la géométrie de la molécule et ça s'est ressenti au niveau de la valeur théorique qu'on a obtenue. Alors, en général, quand vous avez une valeur théorique calculée, théorique, ça veut dire c'est ce que vous avez calculé dans avec le modèle de la boîte linéaire. Avec le modèle de la boîte linéaire. Sachant qu'on a fait une grosse approximation sur la géométrie de la molécule. C'est pour ça qu'on ne trouve pas un bon résultat. D'accord? Maintenant, en général, je vous ai dit, quand vous calculez une valeur théorique, vous avez la valeur expérimentale et vous avez la valeur théorique. En général, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'erreur.
pour voir combien d'erreurs on a fait. L'erreur sur le calcul est égale à la valeur absolue de la valeur théorique moins la valeur expérimentale, ou bien expérimentale moins théorique. Ce n'est pas un problème parce qu'on prend la valeur absolue, divisé par la valeur expérimentale. Divisé par, toujours, quand vous avez une valeur expérimentale qui est donnée, et vous refaites le calcul en utilisant un modèle. Donc, vous avez une valeur théorique. Toujours, vous calculez l'erreur commise. L'erreur, c'est égal à la différence entre l'expérience et la théorie divisé par l'expérience, en valeur absolue, que multiplie 100, parce qu'on veut avoir un pourcentage. D'accord? Donc, vous allez trouver, par exemple, 5%, 25%, 43%. Donc, plus l'erreur est grande, moins le résultat est bon. C'est normal. Et moins le modèle est bon. Ça veut dire que si vous trouvez, par exemple, une erreur de 0,2%, 0,2%, c'est rien. Vous allez dire que le modèle est bien adapté. Le modèle utilisé est bien adapté à l'étude de cette molécule, par exemple, ou bien à l'étude du système pi. Maintenant, si on trouve une erreur de 20%, 40%, etc., ça veut dire que c'est une grosse erreur, une grande erreur. Donc, le modèle n'est pas adapté. Une fois qu'on a dit que le modèle n'était pas adapté, on essaie d'expliquer pourquoi. Eh bien, ici, on va trouver une grande erreur. Donc, on va dire que le modèle n'est pas adapté parce qu'on a fait une grosse approximation au début du calcul, puisqu'on a considéré que la molécule était linéaire alors qu'elle ne l'est pas. Peut-être qu'avec une vraie molécule linéaire, peut-être que ça va marcher. Donc ici, vous voyez bien qu'on a utilisé des résultats expérimentaux, un résultat expérimental qui est la longueur d'onde, pour vérifier la validité du modèle utilisé. C'est-à-dire pour vérifier si le modèle il est bon ou pas. En général, c'est ce qu'on appelle de la modélisation. C'est-à-dire qu'on prend un problème qui existe, un problème chimique. Ici, c'est la molécule d'hexatriène avec la longueur d'onde qui est expérimentale. C'est quelque chose qui existe, qu'on visualise et que c'est expérimental. On va modéliser, c'est-à-dire on va utiliser un modèle théorique, donc un modèle mathématique. La boîte de potentiel linéaire, c'est un modèle théorique. Après, il y a des maths à l'intérieur, résolution d'équations de Schrödinger, etc., pour trouver les niveaux d'énergie. Une fois qu'on a les niveaux d'énergie, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé les électrons. Ensuite, on a fait la transition électronique. Ensuite, on a calculé le lambda qui correspond à cette transition électronique, et c'est le lambda théorique. Et à partir de là, on va comparer le lambda théorique au lambda expérimental. Quand on compare, on ne regarde pas comme ça directement. Bon, si vous trouvez par exemple 250 et 251, là c'est clair, c'est presque la même chose. Mais les valeurs, il faut pas juste les regarder. Il faut calculer l'erreur, et l'erreur absolue, c'est-à-dire il faut calculer l'erreur commise entre les deux. Donc cette erreur-là, plus elle est faible, mieux c'est. Plus elle est faible, mieux sera le modèle utilisé. Donc, si vous trouvez des faibles valeurs, vous allez dire oui, le modèle utilisé, il est bien adapté à l'étude de cette molécule. Si vous trouvez des grandes erreurs, vous allez dire le modèle utilisé n'est pas du tout adapté à l'étude de cette molécule. Après, on essaie d'expliquer pourquoi. On dira il n'est pas adapté parce que on a fait une approximation. Dans ce cas-là, on a fait une approximation, on a considéré la molécule linéaire alors qu'elle ne l'est pas. C'est normal qu'on ne trouve pas de bons résultats. Est-ce que vous avez compris? Allô? Vous m'entendez? Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Vous avez des questions sur ça? Oui? Allez-y, Madame, j'ai une mademoiselle. question. Oui. Madame, la flèche entre la fonction d'onde et l'énergie, ça veut dire quoi? Là, la quoi? La flèche entre la Non, fonction d'onde. ça veut rien dire. Ça veut rien dire, la flèche. Moi, c'est juste, je mets ça, c'est pourquoi? Pour dire que à la fonction d'onde, on associe une énergie. Pour chaque fonction d'onde,
est associé à une énergie. Pourquoi? Parce qu'on fait quoi? On résout H psi égale E psi. Quand on résout H psi égale E psi, on ne trouve pas une seule fonction. On ne trouve pas pour le système une seule fonction. On trouve plusieurs, puisque ça dépend de n. Psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, etc. jusqu'à l'infini. Et pour chaque fonction, il y a une énergie. Par exemple, psi 1, son énergie, c'est E1. Psi 2, son énergie, c'est E2. C'est tout. C'est juste pour dire associé. Ça n'a aucun sens. D'accord? D'accord, merci, madame. Voilà. Alors, donc en général, bon, donc vous avez le modèle qui est utilisé pour l'étude du système d'un côté. Et vous avez les données expérimentales de l'autre. Alors, ces données, ça dépend. On peut vous dire une transition, on peut vous dire, je sais pas, en général, ce sont les transitions qu'on utilise. À ce moment-là, vous allez faire les calculs théoriques aux résultats expérimentaux. D'accord? Et on déduit de la validité du modèle. Vous avez compris cette idée-là. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez compris? Oui. D'accord. Donc maintenant, regardez, on passe à la suite. Alors, regardez dans le grand 2. Le grand 2, c'est autre chose. Regardez, cette particule, bon, maintenant, le grand 2, cette particule, c'est pas l'hexatrienne, hein, parce que l'hexatrienne, il en a 6. On revient, ça c'est le grand 1, on considère une particule de masse m. Le grand 2, cette particule, donc la particule de masse m, est ensuite astreinte, c'est-à-dire obligée à se mouvoir, donc à se déplacer dans le plan X ou Y. C'est-à-dire que maintenant, nous ne travaillons plus à une seule dimension, mais nous travaillons à 2 dimensions. Donc, dans un plan à l'intérieur d'une boîte de potentiel rectangulaire AB, donc de dimension A et B, dans un potentiel nul. Donc, cette fois-ci, donc, la particule qui au début était dans une boîte de potentiel linéaire, maintenant, elle est dans une boîte de potentiel rectangulaire à 2 dimensions. Donc, vous avez la boîte de potentiel rectangulaire selon Y et X. Voilà. A selon X et B selon Y. Elle est à l'intérieur, la particule de masse M. Boîte, d'accord, c'est la boîte de potentiel rectangulaire. Alors, on dit rectangulaire, mais en fait, si A égale B, ça devient carré. C'est clair. Si A égale B, elle devient carré. Mais rectangulaire, c'est le cas général. Donc, c'est flou. Voilà. Alors, bien sûr, le potentiel à l'extérieur est infini. Le potentiel à l'extérieur est infini. Le potentiel à l'intérieur est nul. Toujours le même principe que la boîte linéaire. À l'extérieur de la boîte, c'est infini. Vous avez des forces de partout qui vont obliger la particule à rester à l'intérieur du rectangle. Donc, les forces, comme le potentiel, il est infini, ça veut dire que les forces aussi, elles sont très grandes. Elles vont obliger la particule à rester à l'intérieur. Donc, elle ne va pas sortir. Donc, cette particule-là, on vous dit, dans l'exercice, on vous dit, à l'intérieur d'une boîte de potentiel rectangulaire, dans un potentiel nul, le potentiel extérieur est infini. Donné sans faire de calcul en utilisant la solution donnée de la boîte potentiel rectiligne, les expressions des énergies et des fonctions d'onde. Alors, ce qu'il faut savoir ici, ce qui est intéressant dans la boîte rectangulaire ou bien carrée, c'est que les solutions de la boîte de potentiel rectangulaire sont obtenues à partir des solutions de la boîte de potentiel linéaire. Pourquoi? Parce qu'on considère que la boîte rectangulaire, on considère que c'est en fait une boîte linéaire
suivant x par rapport à x et une boîte linéaire par rapport à y. Une boîte linéaire par rapport à x. Alors, on peut faire ça. Pourquoi? Parce que x et y sont des paramètres qui sont indépendants l'un de l'autre. Il n'y a aucune relation entre x et y ici. Est-ce que vous avez une expression mathématique qui relie x à y? Est-ce que vous pouvez trouver une expression mathématique qui relie x à y? Il n'y en a pas. Parce que dans un rectangle, les coordonnées x et les coordonnées y sont indépendantes l'une de l'autre. Ce n'est pas comme dans un cercle. Dans un cercle, par exemple, les coordonnées x et y, elles sont dépendantes. Pourquoi? Parce que vous avez l'équation du cercle, x au carré plus y au carré égale r au carré. Quand vous prenez un cercle, vous le mettez dans un repère, un cercle, vous mettez l'origine du repère, vous avez x et y. Mais ici, dans un cercle, x et y ne sont pas indépendants. Ils sont liés par une équation mathématique qui est l'équation du cercle. X au carré plus y au carré égale r au carré. R, c'est le rayon du cercle. Ça, c'est le cercle. Par contre, ici, dans le cas d'un rectangle, non. Il n'y a aucune relation entre x et y. C'est-à-dire, quand on a x, on ne peut pas trouver y. Si je vous dis la position x est égale à 1 angstrom, vous me dites et y. Combien? Il faut que je vous le donne. Par contre, dans un cercle, non. Si je vous dis je suis dans un cercle de rayon 1 angstrom, je vous donne x est égal à 0,1 angstrom, vous n'avez pas besoin que je vous donne le y, parce que x au carré plus y au carré égale r au carré. Vous pouvez trouver y en fonction de x. Donc, c'est clair. Donc, ici, comme x et y sont indépendants l'un de l'autre, il n'y a aucune équation mathématique qui les relie, donc il y a séparation des variables. Séparation des variables, ça veut dire le x tout seul et le y tout seul. Donc, comme si la boîte, comme si elle était divisée en deux boîtes, une boîte suivant x et une boîte suivant y. Ça, on le fait uniquement lorsque les variables sont séparées. Uniquement lorsque ces variables sont séparées. Parce que lorsque les variables sont séparées, l'équation de Schrödinger devient un variable séparable ou bien un variable séparée. Donc, ça va donner deux équations de Schrödinger, une suivant x et une suivant y. Alors maintenant, bien sûr, la fonction d'onde de la boîte de potentiel rectangulaire, ça sera une fonction d'onde qui va dépendre de x et de y. C'est normal parce que c'est une boîte à deux dimensions. La fonction d'onde qui a deux dimensions sera égale à la fonction, sera égale au produit de la fonction obtenue selon x que multiplie le produit de la fonction obtenue suivant y. D'accord? Alors, moi, je sais que si je résous l'équation de Schrödinger suivant x, je vais trouver psi de x. Si je résous l'équation de Schrödinger suivant y, je vais trouver psi de y. Mais moi, je sais que dans la boîte de potentiel linéaire, je sais que la fonction, elle dépend d'un nombre quantique. Elle dépend d'un nombre quantique. Donc, je suis obligée de mettre un nombre quantique. D'accord? Mais quand je mets n et n ici, ça veut dire que c'est le même. Et je n'ai pas le droit d'écrire ça. C'est un nombre quantique dans les deux cas. C'est un nombre quantique qui varie de 1 à l'infini dans les deux cas. Mais ce n'est pas le même en même temps. C'est-à-dire, si je prends ici 1, je ne suis pas obligée de prendre ici 1. Si je prends 2, je ne suis pas obligée de prendre 2. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, c'est un nombre quantique nx et ici ny. C'est-à-dire, c'est le nombre quantique de la boîte de potentiel suivant x, on l'appelle nx. Nombre quantique de la boîte de potentiel suivant y, qu'on appelle ny. Nx, donc la psi de la boîte à deux dimensions, va dépendre de deux nombres quantiques, nx et ny. D'accord? Donc, la fonction d'onde, c'est le produit des deux fonctions d'onde suivant x et y. Chacune a son propre nombre quantique. Ce n'est pas le même. C'est vrai qu'ils varient de la même manière. Les deux prennent les mêmes valeurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux.
Vous allez comprendre. Quand je dis nx, il varie de 1 à l'infini, ny varie de 1 à l'infini, ça ne veut pas dire que nx égale ny. Hein? Parce que je peux avoir nx égale à 1 et ny égale à 2. D'accord? Donc, la fonction d'onde, c'est le produit des deux fonctions d'onde, telles que nx, psi x, c'est la solution de la résolution de l'équation de Schrödinger de la boîte de potentiel suivant x, mais de dimension combien? De dimension a. Et psi y, c'est la solution de la résolution de l'équation de Schrödinger sur la boîte de potentiel linéaire suivant b, de dimension b. Vous voyez, ça rend 0. De dimension a, de dimension b. Donc, psi n x de x, il sera égal à quoi? Psi n, c'est quoi? Dans le cas général, psi n, c'est racine de 2 sur L, c'est-à-dire sur la dimension de la boîte, sinus n pi sur L fois x. Donc, si je reprends exactement la même chose, ça va me faire racine de 2 sur la dimension de la boîte. La dimension de la boîte suivant x, c'est-à-dire 1. Sinus n, mais notre nombre quantique suivant x, on l'appelait nx. Nx pi sur A fois x. Nx pi sur A fois x. D'accord? Maintenant, la même chose pour ny, pour psi y. Racine de 2 sur, quelle est la dimension de la boîte suivant y? C'est b. Donc, racine de 2 sur b, sinus ny cette fois-ci. Alors, c'est n petit x, petit y en n10, hein, ce n'est pas un produit. Pi sur b, cette fois-ci multiplié par y. Est-ce que vous avez compris ici? Oui. C'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur ça? Alors, la boîte de potentiel rectangulaire, c'est deux boîtes de potentiel linéaires. L'une suivant x, l'une suivant y. Chacune, elle a sa dimension, a et b, et chacune, elle a son nombre quantique. Bien sûr, l'une suivant x et l'autre suivant y. Maintenant, si vous faites la boîte de potentiel cubique, c'est-à-dire sur 3 dimensions, a, b, c, c'est-à-dire sur x, y et z, il faudra rajouter ici que multiplie psi nz de z. Et rajouter ici psi nz de z égale racine de 2 sur c, sinus nz pi sur c, que multiplie z. Vous rajoutez une troisième dimension. Vous avez compris? Bon, ben Alice, on reviendra dessus sinon après. Ça, c'est pour la fonction. La fonction, c'est le produit. Maintenant, l'énergie, E, énergie, c'est la somme. C'est E de la boîte de potentiel suivant X, c'est-à-dire ENX, puisqu'on sait que E dépend d'un nombre quantique N, le même que celui de la fonction. Donc, ENX plus ENY. Bien sûr, alors le EN pour la boîte rectangulaire va dépendre de deux nombres quantiques. D'accord? Et on sait que En, c'est N2H2 sur 8M, L au carré. L, c'est-à-dire la dimension. Donc, on va faire par identification égale Nx au carré, H au carré, sur 8M, A au carré. Puisque suivant X, la dimension est égale à A. D'accord? Suivant X, la dimension est égale à A. Donc, on met A au carré ici. Plus NY au carré. H au carré sur 8M, B au carré cette fois-ci. Parce que, suivant Y, la dimension, c'est B. Maintenant, vous prenez la dimension qu'on vous donne. Si on l'appelle, c'est entre 0 et A, on l'appellera, ce sera égal à A. Si la dimension, c'est entre moins A et A, ça va être 2A. Si la particule est entre moins A et A, si le rectangle il commence à moins A, il finit à A. La dimension, c'est 2A. Il faudra mettre ici 2A au carré. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. C'est clair, c'est très important. Donc, ce qu'il faut retenir,
c'est que la boîte de potentiel rectangulaire ou bien carrée, vous avez, donc vous connaissez les résultats de la boîte linéaire, vous avez la solution à 2 dimensions est égale au produit, donc la fonction à 2 dimensions est égale au produit de la fonction suivant x, qui multiplie la fonction suivant y. Et l'énergie, c'est la somme. Donc la fonction, c'est le produit, et l'énergie, c'est la somme. Est-ce que c'est bien clair, ça? Oui. Maintenant, si j'ajoute une dimension, une troisième dimension, j'ajouterai plus mz au carré, h au carré sur 8m, c au carré, par exemple, si c'est la dimension, c'est c, sur c au carré. D'accord? C'est clair? Alors maintenant, lorsque la boîte, elle est carrée, si vous avez A égale B, donc boîte carrée, A égale B. D'accord? La boîte carrée, A égale B. Alors, quand on fait A égale B ici, qu'est-ce que vous remarquez? Je peux faire sortir en facteur tout ça. Tout ça qui sera mis en facteur. Tout ça qui sera mis en facteur. Donc, si je fais A égale B, E, nx, ny égale h2 sur 8m a au carré que multiplie nx au carré plus ny au carré. D'accord? Donc, pour la boîte rectangulaire, c'est ça. Ici, je peux mettre en facteur h au carré sur 8m uniquement. On aura h au carré sur 8m que multiplie nx au carré sur a au carré plus ny au carré sur b au carré. Maintenant, pour la boîte carrée a égale b, on peut mettre en facteur h au carré sur 8m a au carré. D'accord? Maintenant, si je veux faire un diagramme énergétique, si je veux faire un diagramme pour la boîte linéaire, la boîte rectangulaire, ou carrée, quand vous voulez. Si je prends la boîte carrée, par exemple. Boîte carrée. E, nx, ny égale h2 sur 8m a au carré, nx au carré plus ny au carré. Alors, quand si on vous demande de faire le diagramme, parce que tout à l'heure, ici, on a fait le diagramme énergétique dans le cas de la boîte linéaire. Qu'est-ce qu'on a fait pour cela? À chaque fois, on donne des valeurs à n. n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, etc. Alors ici, il n'y a pas de problème. Vous avez un seul nombre quantique. Donc vous prenez 1, 2, 3, 4, etc. Alors le problème qui se pose ici, c'est qu'il y a 2 nombres quantiques. Les 2 nombres quantiques prennent les mêmes valeurs, mais ne varient pas de la même manière en même temps. C'est-à-dire, ils ont le même domaine de variation, mais ils ne prennent pas les mêmes valeurs en même temps. Donc, il y aura des différences. Nx, Ny. Donc, il faut donner des valeurs à Nx et à Ny. Au début, la première valeur que peut prendre Nx, c'est laquelle? C'est Nx égale à 1. Quelle est la première valeur de toute façon, c'est toujours comme ça. Les premières valeurs, c'est les mêmes. La première valeur que peut prendre Ny, c'est 1. Ça va me donner un premier niveau. Le niveau E11. D'accord? C'est le niveau E11. Là, il n'y a pas de problème. Parce que quand on commence un diagramme énergétique, on commence toujours par donner les premières valeurs des nombres quantiques. La première, la valeur initiale. Ici, c'est 1 pour les deux. Maintenant, quand on va changer, on va passer aux états excités. Quand on passe aux états excités, par exemple ici, la première valeur du nombre quantique, c'est 1, c'est l'état fondamental. Ça, c'est l'état fondamental. Niveau fondamental. Après, premier état excité, premier niveau, deuxième niveau excité, etc. Quand on change, c'est des états excités. Et bien ici aussi, quand on change les valeurs, c'est pour obtenir les niveaux excités. Ici, c'est l'état fondamental. D'accord? L'état fondamental. Maintenant, quand on va changer, comment on va changer les valeurs? Pour passer à l'état excité, il suffit de faire varier le nombre quantique. Il passe
Un nombre quantique qui varie de plus 1. Puisqu'on a dit il vaut 1, 2, 3, 4, 5. Donc de 1 à 2, il faut plus 1. Donc le nombre quantique varie toujours de plus 1. Donc ici, il y en a deux. Mais on ne va pas les faire varier en même temps. D'accord? On ne va pas les faire varier en même temps. Donc si je fais varier celui-là, je mets 2. Celui-là, il ne change pas. On le laisse. Donc on aura le niveau 2, 1. Mais X et Y, ce sont des coordonnées qui sont, qui sont c'est-à-dire, comment on va dire? On ne fait pas la différence. X, vous pouvez l'appeler après. Si vous changez, vous mettez X. Voilà, ici. Alors, attendez. Voilà X, voilà Y. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre Y ici et X ici? D'accord? Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Ils jouent le même rôle. Les deux, ce sont des coordonnées avec une valeur initiale, une valeur finale, donc entre 0A ou 0B. Donc, on peut les intervertir. Donc, ils jouent le même rôle. Donc, automatiquement ici. Moi, j'ai changé le nombre quantique de nx. Pourquoi ne pas changer celui de ny? Donc, on peut mettre le niveau 1, 2. D'accord? Pour avoir le niveau E de 2. Maintenant, un autre niveau. Oui? مدام Oui. دوك الانرجي تاع 2 1 هي نفس الانرجي تاع 1 2 On متساويين va voir. On va voir, mademoiselle, on va voir. C'est pour ça que je n'ai pas écrit. Je vais faire quelques niveaux, que vous allez voir. D'accord? Essayez de suivre. Vous avez compris, Naya. Je change, mais je ne change pas les deux en même temps. Je change le premier. Je change un, je laisse le deuxième. Mais comme ils sont intervertibles, ils jouent le même rôle X et Y, donc pourquoi pas changer Y et laisser X. Maintenant, je passe à un nouveau niveau, un autre niveau. Je vais encore changer un nombre quantique. Donc, c'est celui que je n'ai pas changé qui va changer. C'est le niveau 2, 2. Donc, ça veut dire que celui-là, 2, 1, il va passer à 2, 2. 2, 1, il va passer à 2, 2. Ou bien 1, 2, il va passer à 2, 2. Donc, les deux vont me donner le même. Vont me donner le même niveau. Ici, hein. Suivez Barkenaya, vous allez comprendre. Maintenant, je suis passé, Naya, le nombre quantique 2. Maintenant, je vais passer à 3. Je passe à 3, mais je ne prends pas 2, je prends 1. 3 avec 1. Il faut faire toutes les combinaisons possibles. D'accord? C'est ça l'astuce. Il faut faire toutes les combinaisons possibles, mais à chaque fois, on augmente de plus 1 uniquement. Uniquement de plus 1. Donc, je fais 3, 1 ou bien 1, 3. Parce qu'on a dit X et Y jouent le même rôle. E1, 3, E3, 1 et E1, 3. Après, on fait 3, 2 ou bien 2, 3. D'accord? Ensuite, on fait 3, 3. Ensuite, on fait 3, 3. Est-ce que vous suivez? Allô? Oui. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on augmente le nombre quantique, un nombre quantique, le deuxième, il prend toutes les valeurs. Prend toutes les valeurs. Et comme on peut augmenter soit celui-là, ça va nous faire plusieurs combinaisons. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a fait, on fait 4, mais on fait 4, 1. On ne fait pas directement 4. On fait 4, 1 ou bien 1, 4. Joue le même rôle. Ensuite, on fait 4, 2 ou bien 2, 4. Etc., etc. Ensuite, on fait 4, 3 ou bien 3, 4. Ensuite, 4, 4. D'accord? Etc., etc. Alors, regardez ici, vous allez comprendre. Je n'ai pas voulu l'écrire tout à l'heure. On va le faire maintenant.
Alors, maintenant, quoi est égal à l'énergie E11? On a dit E11. Alors, ça, c'est pour la boîte. Ces variations-là, elles sont valables quelles que soient. Boîte carrée ou bien boîte rectangulaire. Hein. Ça marche, quel que soit. Mais nous, on est en train de faire la boîte carrée parce que vous allez voir après, c'est pas la même chose. Alors, E11, Nx égale à 1, Ny égale à 1. Donc, je fais 1 au carré plus 1 au carré. Ça fait 2. C'est égal à 2, H2 sur 8, M, A au carré. D'accord? C'est le niveau E11. Maintenant, le niveau E21. E21. C'est-à-dire N égale 2, Nx égale 2 et Ny égale 1. Ça me fait 4 au carré, plutôt 2 au carré, 4 plus 1. Ça fait 5. 5H2 sur 8, M, A au carré. Maintenant, je viens au niveau N2. N2, c'est l'inverse. Je mets 1 ici et 2 ici. Donc, 1 au carré, ça fait 1, plus 2 au carré, ça fait 4, 5. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Voilà. Alors, le 2, 2, il n'y a pas de problème. 2, 2. 4 plus 4, 8. 8h au carré sur 8m au carré. Vous remarquez que je ne veux pas simplifier. Je laisse 8h au carré parce qu'il y a des h au carré sur 8m au carré. Elle se répète toujours. Donc, je la laisse. Comme si je pouvais noter h au carré sur 8m au carré. Je la note égale à alpha. D'accord? Ça va faire 2 alpha, 5 alpha, 5 alpha, 8 alpha. Bon, 3, 1. Alors, 3, 1, ça fait 3 au carré plus 1. Ça fait 9 plus 1. 10 sur 8, m a au carré. L'autre aussi. 1 plus 3, 10 sur 8, m a au carré. Donc, c'est la même. 3, 2. 2, 3, ça va donner la même chose. Donc, ça va à chaque fois donner la même chose. 3, 2, ça va faire 9 plus 4. 9 plus 4, ça fait 13. Alors, 3 et 3. 3, 3, ça va faire combien? 18. 3 au carré, 9 plus 9, 18. H au carré sur 8, M, A au carré. 4 et 1, ça fait combien? 4 au carré, ça fait 16 plus 1, ça fait 17. Celui-là aussi 17. Alors, 16 plus 4, 20. Ici, les deux à deux, ils vont donner 20. Alors, 3, 4 et 4, 3, ça va donner 16. Plus 9, ça fait 25, etc., etc. Je vais continuer, je crois, parce que c'est 25 H au carré sur 8, MA2. Ici, 4 au carré, ça fait 32. Bon, pas de problème ici. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. 4 et 4, 8. 9 et 1, 10. 9 et 4, 13. Voilà. Alors, pourquoi on fait tout ça? Parce que, imaginez qu'on vous donne la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire la longueur d'onde d'une transition, dans le cadre d'une boîte, d'une molécule. Imaginez cette molécule-là. Cyclobutadiène. C'est une molécule qui est normalement, bon, elle n'est pas carrée, hein, c'est vraiment un carré forcé. Mais si on vous dit, on étudie cette molécule-là avec la boîte de potentiel carré, et on vous donne la longueur d'onde de la transition homo-LUMO, comme on a fait tout à l'heure, vous êtes obligé de faire le diagramme pour aller chercher la HOMO et la LUMO, pour voir quelles sont les deux fonctions qui interviennent dans la transition. Est-ce que vous comprenez? Alors, bien sûr, une fois qu'on a noté tout ça, il faudra faire le diagramme. Alors, pour faire le diagramme, c'est simple. Je commence par le premier, le plus petit, parce que le diagramme, c'est toujours... Si je fais le diagramme comme ça, voilà.
Si je fais le diagramme comme ça, le premier, c'est état fondamental, c'est 2. 2H2 sur 8MA2. Ou alors, je vais mettre ici E, H2 sur 8MA2. Que multiplie. C'est-à-dire, je ne suis pas obligée d'écrire à chaque fois. Donc, j'écris que 2. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Oui. Alors, j'ai mis un trait. Est-ce que j'ai le droit de mettre un trait? Vous allez voir. E11. Essayez juste, ne décrochez pas parce que, regardez, c'est pas très difficile. E11. Alors, la mademoiselle qui m'a posé la question, je lui associe quelle fonction? E11. Je lui associe quelle fonction? Psi 11. Psi 11, c'est quoi? C'est psi 1 de x que multiplie psi 1 de y. D'accord? C'est-à-dire, racine de 2 sur a, sinus nx, donc 1, pi sur a, x, que multiplie racine de 2 sur a. Pourquoi j'ai mis encore a? Parce que c'est la même dimension. Sinus pi sur a, y. C'est une fonction de deux variables. Donc, psi 1, ici, est-ce que j'ai combien de fonctions ici? J'en ai une seule. Une seule. Quand je remplace par 1 et 1, j'obtiens une seule. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si j'intervertis, c'est la même. J'aurai psi 1 ici. D'accord? Ici, on aura psi 1. Maintenant, regardez. Essayez de suivre. Je vais faire psi 2. Parce que j'ai mis le niveau E11. Ce niveau-là, E11, je l'ai placé. Ça y est, c'est bon. Et il lui correspond une fonction psi 1. Je vais placer maintenant le niveau E12. Il vaut combien? 5 h carré sur 8m1. Et le niveau de 1, il vaut 5. Ça veut dire, c'est le même. Je vais mettre 5 ici. Maintenant, regardons la fonction. Suivez ici. Alors, regardez, E12. Il lui correspond psi 1, 2. Alors, on va écrire psi 1, 2. C'est égal psi 1 de x fois psi 2 de y. C'est-à-dire psi 1 de x, racine de 2 sur a sinus pi sur a fois x, racine de 2 sur a, sinus pi sur a, sinus de pi sur a. Vous avez compris? Je vais l'écrire. Racine de 2 sur a, sinus pi sur a fois x, que multiplie racine de 2 sur a, sinus de pi sur a, y. Pourquoi? Parce que ici, le nombre quantique, il vaut 2. Maintenant, si je fais E de 1, E2,1, c'est la fonction psi 2,1. Alors, psi 2 de x fois psi 1 de y. Psi 2 de x fois psi 1 de y. Égale psi 2 de x, c'est racine de 2 sur a, sinus de pi sur a fois x. Que multiplie racine de 2 sur a, sinus pi sur a fois y. Est-ce que cette fonction-là, c'est la même que celle-là? Est-ce que c'est la même? Allô? Est-ce que c'est la même fonction? Vous voyez bien, racine de 2 sur a sinus pi sur a fois x, fois racine de 2 sur a sinus de pi sur a fois y. Dans la première, le 2, il est avec y. Dans la deuxième, le 2, il est avec x. Donc, ce n'est pas la même fonction. Elles sont différentes. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc, si, Oui, madame. si ici, si
2, 1 est différent de psi 1, 2. Psi de 1 est différent, mais E de 1 égale E 1, 2. Ça veut dire que j'ai deux fonctions différentes qui ont la même énergie. Donc, pour le niveau 5, H2 sur 8 MA2, j'ai deux fonctions qui ont la même énergie. Psi de 1 et psi 1, 2. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, c'est un niveau qui est comment? Oui. Deux fois dégénéré. Ici, c'est un niveau qui n'est pas dégénéré. C'est normal, le niveau fondamental n'est jamais dégénéré. Ce niveau-là n'est jamais dégénéré. Ce niveau-là, ces deux niveaux-là, ce sont deux fonctions différentes qui ont la même énergie. Donc, ce niveau-là, le niveau 1, 2, ou bien le niveau 5H2 sur 8 MA2, est un niveau deux fois dégénéré. D'accord? Je continue ici. Après, je fais le 2, 2. C'est facile, le 2, 2. Le 2, 2, vous avez 8H2 sur ML2, 8. Mais si 2, 2, que vous prenez 2, 2, 2 pour X, 2 pour Y, 2 pour Y, ça sera la même chose. Donc, il y a combien de fonctions ici? Il y a une seule fonction, c'est la fonction psi de 2. La fonction psi de 2. Donc, c'est un niveau qui n'est pas dégénéré. Est-ce que vous le voyez? Vous avez compris? Donc, le niveau de 2 n'est pas dégénéré parce que la fonction psi de 2, il y en a une seule. Par contre, à chaque fois que vous allez voir, à chaque fois, le niveau, par exemple ici 10, c'est-à-dire 3, 1, 1, 3, 3, ils ont la même énergie. 10, 10. Donc, je vais mettre 10. Mais la fonction psi 3, 1, elle sera différente de la fonction psi 1, 3. C'est normal. Psi 3, 1 différent de psi 1, 3. Donc, là aussi, j'aurai deux niveaux. Psi 1, 3, psi 3, 1. Ensuite, psi 2, 3, psi 2, 3 et psi 3, 2. C'est la même énergie. 13. Alors, on classe les niveaux par ordre croissant d'énergie. On classe les niveaux par ordre croissant. Donc, le 13, ici. 13, c'est où? 3, 2 et 2, 3, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même fonction. Donc, j'aurai deux fois dégénéré. De 3, 3, 2. De 3 et 3, 2. Alors, regardez maintenant. J'ai le niveau 3, 3 qui vient juste après. Donc, quand on a fait varier les N, ici, on a mis 3, 3. Mais, qu'est-ce qu'on remarque? Que le niveau 3, 3, il est à 18, mais le niveau 4, 1, il est à 17. Et le niveau 1, 4, il est à 17. Donc, je ne vais pas mettre dans mon diagramme énergétique, puisque j'ai les énergies par ordre croissant, je vais placer le 17 avant le 18. Est-ce que c'est clair? Je vous dis, vous les classez par ordre croissant. Alors, dans la boîte de potentiel linéaire, il n'y a pas de problème. C'est deux, ça augmente régulièrement, ça augmente de la même manière. Il n'y a pas il n'y a pas de changement. Mais ici, on voit bien que le niveau 4, 1, quand on fait 4 au carré plus 1 au carré, ça fait 17. Et le niveau 3, 3, quand on fait 3 au carré plus 3 au carré, ça fait 18. Donc, le niveau 4, 1, les deux niveaux 4, 1 et 1, 4, normalement, ils viennent ici. Mais nous, on ne peut pas deviner à l'avance. D'accord? On ne peut pas deviner à l'avance. Nous, on est obligé d'abord de faire les calculs, après de remarquer que ce niveau-là, il vient avant celui-là. Donc, je dois placer le 4, 1 et le 1, 4 avant le 3, 3. Donc, 4, 1 et 1, 4, ils ont la même énergie, 17. Mais les fonctions, elles sont différentes. Donc, je mets 17 ici. Psi 4, 1 et psi 1, 4. Après, je reviens mettre le 18. C'est le psi 3, 3 qui n'est pas dégénéré.
Est-ce que vous avez compris? C'est le même principe que quand vous faites le remplissage, un S2, 2 S2, un S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P6, 4 S2, 3D. Vous faites la 3D. Vous faites la 3D. Vous remplissez la 3D avant de remplir la 4P. Pourquoi? Parce que l'énergie de la 3D, parce que la 3D est plus basse que la 4D, que la 4P. L'énergie de la 3D est plus basse. Donc, c'est le même principe. On remplit le niveau 4.1 et 1.4 avant de remplir le niveau 3.3. Donc, après, une fois que j'ai ça, je place les électrons. Donc, c'est une boîte carrée. Si j'ai 4 électrons, je mets 4 électrons. Si j'ai 18 électrons, je mets 18 électrons. Ça dépend. Donc, je commence toujours par le niveau le plus bas en mettant 2 électrons par niveau. Après, je fais 1, 2 électrons. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il ne faut pas mettre 2 ici et laisser celui-là vide. D'accord? Attendez une seconde. D'accord? Alors, quand on remplit comme ça, quand les niveaux sont dégénérés, vous remplissez, vous mettez 1 dans chaque, avant de remplir. C'est comme quand vous remplissez la P. Vous mettez 1, 2, 3. Et chacun doit avoir une case. Après, vous revenez pour remplir la deuxième. Pour mettre le deuxième électron dans chaque case. C'est le même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 7, 8, 9, 10. Parce que quand vous avez un niveau 2 fois dégénéré, si vous avez 2 électrons, chacun va se mettre sur une orbitale tout seul. Comme ça, il n'y a pas de répulsion entre les deux. Ici, ils sont obligés, il n'y a pas le choix. Ici, ils sont obligés. Ils vont se mettre tous les deux sur la même orbitale. Mais ici, non. Puisqu'il y a 2 orbitales avec la même énergie, donc ils seront tous les deux sur la même énergie, mais dans 2 orbitales différentes pour éviter les répulsions électroniques. D'accord? Vous les mettez du même spin. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Bon, voilà. Voilà pour la boîte. Alors, pour la boîte carrée. Maintenant, juste une petite remarque. Pour la boîte rectangulaire, le problème ne se pose pas. Pour la boîte rectangulaire, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez la boîte. Regardez la boîte carrée. La boîte rectangulaire, on aura la rectangulaire. On aura E, H2 sur 8M. Il n'y a pas A au carré. NX au carré sur A au carré plus NY au carré sur B au carré. D'accord? Quand vous allez faire EN2, 1, 2, il sera différent de 2, 1. Pourquoi? Parce que N2, 1, on divise par A et 2, on divise par B. Ensuite, 2, 1. Maintenant, 2, on divise par A et 1, on divise par B. Donc, E, 1, 2 sera différent de E, 2, 1. Et psi 1, 2, toujours différent de psi 2, 1. Ça, ce n'est pas un problème, c'est toujours le cas.
Mais dans la boîte rectangulaire, ce n'est pas comme dans la boîte carrée. Dans la boîte carrée, E12 égale E21, E13 égale E31, E41 égale E4, E14, E53 égale E35. Mais là, non. Dans la boîte rectangulaire, E12, c'est-à-dire je fais 1 au carré sur A au carré plus 2 au carré sur B au carré. Ça va donner quelque chose. Mais quand je fais E de 1, ça fait 2 au carré sur A au carré, plus 1 au carré sur B. Ce ne sera pas la même chose. Donc, est-ce que l'état E de 1, quand je vais faire le diagramme, l'état E de 1, E de 1, E de 1 et E12 sera différent. Il faudra mettre E de 1 et E12. Je n'aurai pas la même chose qu'ici. D'accord? Je n'aurai pas E de 1, psi de 1 et psi 1, 2. J'aurai d'abord psi de 1, ou bien ensuite psi 1, 2. Maintenant, je ne sais pas, c'est laquelle qui va avoir l'énergie la plus basse. Donc, E de 1 sera différent de E 2. Maintenant, qui est le plus grand, E de 1 ou bien E 2? Là, je ne sais pas, ça va dépendre de A et B. Donc, on fait le calcul avec A et B, on vous donne A et B. Vous faites le calcul et vous saurez qui est plus bas en énergie. Est-ce que c'est E 2 ou bien E 1? Ensuite, vous les placez. Et là, dans la boîte rectangulaire, il n'y a aucune dégénérescence. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout ce cas-là de 2 comme ça. Jamais. C'est toujours un seul niveau, une seule fonction par niveau. Une seule. Comme la boîte linéaire. Une seule, on dit alors qu'il y a un levé de dégénérescence. Vous avez compris que quand vous avez la boîte rectangulaire, les niveaux d'énergie sont tous différents. Comme ça, quand vous avez... Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Sur la boîte, ici, sur la boîte. Pas de questions? Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice de la série 4, le premier exercice. C'est la boîte de, c'est l'atome d'hydrogène. Il est très long, je ne sais pas si on pourra le... Déjà, il est 4 heures. Bon, on va essayer de faire un maximum de choses. Est-ce que vous suivez? C'est toujours là. Alors, Oui. Oui. voilà. Donc, Oui, madame. bon, après, je vous laisse le temps de regarder encore une fois, de réfléchir à ce qu'on vient de faire maintenant, de revoir ou bien de refaire. Et si vous avez des questions, la prochaine fois, on verra. Maintenant, on va passer à l'exercice 1 de la série numéro 4 sur l'atome d'hydrogène. Atome d'hydrogène et hydrogénoïde. Hein. D'accord? Donc, tout ce qu'on va faire dans cette série, il est valable pour l'atome d'hydrogène et les atomes hydrogénoïdes. C'est-à-dire les atomes hydrogénoïdes, ce sont les atomes qui ressemblent à l'hydrogène. C'est-à-dire qui ont un seul électron qui tourne autour du noyau. Mais la charge du noyau, bien sûr, elle sera différente. Bon, alors on passe à l'exercice. On fait l'exercice 1, série 4. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est éteint. Alors, l'exercice dit... Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Alors, on considère l'atome d'hydrogène dans son état d'énergie moins E2 sur 2 à 0. Alors, ici, c'est un exercice d'application. Ça veut dire que normalement, vous savez à quoi est égale l'énergie d'un niveau dans le cadre de l'atome d'hydrogène. Alors, l'atome d'hydrogène, comment il a été étudié ici? Je pense que vous l'avez vu en cours. Vous avez fait l'atome d'hydrogène en cours. Oui.
qu'est-ce que vous avez utilisé comme modèle? Le modèle qui est utilisé, c'est une boîte de potentiel sphérique. C'est ça qui modélise l'atome d'hydrogène. C'est une boîte de potentiel sphérique, c'est-à-dire c'est un électron qui tourne autour du noyau sur une orbite sphérique. Seulement le potentiel, il n'est pas nul. Le potentiel, il n'est pas nul puisqu'il y a un potentiel dans l'atome d'hydrogène. Il y a un potentiel qui est dû à quoi? Il y a une énergie potentielle. Elle est due à l'attraction entre l'électron et le noyau. Donc, vous avez le noyau ici plus E, et vous avez ici l'électron moins E. Et ils sont distants d'une distance R. Et l'électron, il tourne dans une orbitale sphérique, pas circulaire. Hein. Alors, d'accord? On va commencer par la question numéro 3, parce que l'hamiltonien, je pense qu'il faut le faire en premier. D'accord? Il faut faire l'hamiltonien en premier. D'accord? Donc, l'atome d'hydrogène, c'est un électron qui tourne autour du noyau à une certaine distance R. C'est le rayon de l'atome. La distance, c'est le rayon de l'atome. D'accord? Ça, c'est le rayon de l'atome. Alors, bien sûr, l'électron, il est chargé négativement. Et le noyau, il est chargé positivement. Automatiquement, il y a une attraction entre les deux. Donc, s'il y a une attraction, c'est qu'il y a une énergie potentielle d'attraction. D'accord? Donc, l'hamiltonien H est égal à T plus V. D'habitude, dans les boîtes de potentiel, on dit V égale 0. Ici, non. V n'est pas égal à 0. D'accord? Alors, V, c'est l'énergie potentielle qui est due à l'attraction entre l'électron et le noyau. V, c'est énergie potentielle, attraction, électron, noyau. Énergie potentielle de l'attraction entre l'électron et le noyau. V est égal à quoi? C'est la charge d'électron fois la charge du noyau divisé par la distance entre les deux. La charge d'électron fois la charge du noyau divisé par la distance. C'est-à-dire, la charge du noyau, c'est plus E. C'est-à-dire moins E2 sur R. Alors, normalement, c'est moins K. K, la constante. Mais on va dire que K égale à 1 si on travaille en CGS. On va travailler en centimètres pour prendre K égale à 1. Sinon, on sera obligé de prendre K égale 9,1, je crois. Donc, on ne va pas prendre K. Ça, c'est pour V. Maintenant, T. T, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv au carré, comme on l'a fait la dernière fois. C'est moi h bar carré sur 2m. D2 sur dx2. Si je laisse uniquement D2 sur dx2, c'est la boîte, on dirait une boîte linéaire. Plus D2 sur dy2, on dirait une boîte carrée. Plus D2 sur dz2, on dirait une boîte cubique. Mais moins E2 sur R. Parce que le potentiel, il n'est pas nul. D'accord? Le potentiel n'est pas nul. Alors, ça, c'est le rayon. Quand vous avez l'électron, les coordonnées de l'électron, c'est X, Y et Z. Est-ce que dans ce cas-là, X, Y et Z sont indépendants l'un de l'autre ou bien est-ce qu'ils sont liés?
Ici, on n'est pas dans un cube, parce que c'est à 3 dimensions. Donc, on n'est pas dans un cube. Dans un cube, si vous êtes dans un cube, Madame, ils sont indépendants. ils sont indépendants, Ah, ils sont liés. ils sont liés. Oui. Dans un cube, regardez, si j'ai un cube ici, X, Y, Z, sont indépendants, c'est sûr. Mais dans une sphère, X et Y ne sont pas indépendants. Pourquoi? Pourquoi X et Y ne sont pas indépendants? X, Y et Z ne sont pas indépendants. Ici, il n'y a aucune fonction mathématique qui relie X, Y et Z. Aucune. Dans un cube, il n'y a aucune relation. Dans une sphère, est-ce qu'il y a une relation mathématique qui relie X, Y et Z? Oui. C'est Il y a le laquelle? R et le θ. Non, je ne parle pas de R et θ, mais elle. Je parle de X, Y et Z. R au carré plus X au carré plus Y au carré égale... X au carré plus Y au carré égale R au carré. C'est un cercle. D'accord? Mais dans une sphère, dans un cercle, X au carré plus Y au carré égale R au carré. Mais dans une sphère, X au carré plus Y au carré plus Z au carré égale R au carré. Le rayon. Donc, vous voyez bien qu'il y a une relation qui relie les deux, les trois. Ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Mieux encore, la distance. Ici, R. C'est la distance entre électron et le noyau. C'est quoi? C'est la racine de X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Ça découle de ça. Hein. R, c'est la racine. Donc, X, Y et Z ne sont pas indépendants l'un de l'autre. On ne peut pas faire comme tout à l'heure la séparation des variables. On ne va pas dire c'est une fonction suivant X fois une fonction suivant Y fois une fonction suivant Z. On ne peut pas. Par contre, ici, on peut. Ici, on peut, parce qu'ils sont indépendants. Mais là, on ne peut pas. Donc, ici, on est obligé de changer de système de coordonnées. On est obligé de changer de système de coordonnées. Parce qu'on ne peut pas résoudre l'équation de Schrödinger, donc avec l'hamiltonien. Mais si on veut résoudre l'équation de Schrödinger avec cet hamiltonien, c'est impossible. Parce que les coordonnées X, Y et Z ne sont pas indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas séparation des variables. Donc, on changer le système de coordonnées. Coordonnées sphériques. Voilà. Et on passe aux coordonnées sphériques. Pourquoi? Parce que c'est une sphère. On va changer de système. On a compris pourquoi, mais on ne va pas choisir n'importe quel système. On va choisir les coordonnées sphériques. On choisit les coordonnées sphériques tout simplement parce que la trajectoire, elle est sphérique. Parce que l'électron, quand il tourne autour du noyau, il forme une sphère. Donc, coordonnées sphériques, R, θ et phi. Quand on fait les coordonnées sphériques R, θ et phi, elles sont indépendantes les unes des autres. D'accord? Elles sont complètement indépendantes. Donc, on peut résoudre l'équation de Schrödinger avec ces coordonnées. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, puisqu'on peut résoudre maintenant les coordonnées, l'équation de Schrödinger en coordonnées sphériques, ça veut dire que tous les calculs qui se font dans l'étude de l'atome d'hydrogène et des atomes hydrogénoïdes se font en coordonnées sphériques. Rien ne se fait en coordonnées cartésiennes. D'accord? Tout se fait en coordonnées sphériques. Donc, la résolution de l'équation de Schrödinger se fait en coordonnées sphériques. Les fonctions qu'on va trouver, on va les trouver en coordonnées sphériques. D'accord? On oublie les coordonnées cartésiennes. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On vous le dit. On vous le dit dans l'exercice que pour l'atome d'hydrogène, quand on résout l'équation de Schrödinger H psi, alors, on trouve les coordonnées, on utilise des coordonnées sphériques. Attendez. Quand on utilise les coordonnées sphériques, ici,
Et on résout H psi égale E psi. On résout H psi égale E psi. On doit trouver l'énergie et la fonction. La fonction qu'on va trouver, c'est une fonction qui va dépendre de R, θ et phi. C'est normal, parce qu'on travaille en coordonnées sphériques. Et on trouve une énergie. D'accord? Donc, contrairement à tout à l'heure où on trouvait psi en fonction de x et y, etc., en coordonnées cartésiennes, ici, on va trouver psi en coordonnées sphériques. C'est normal, parce qu'on a fait la résolution en coordonnées sphériques. Donc, on vous dit que alors, bien sûr, psi se fait en coordonnées sphériques. Alors, est-ce que R, θ et phi sont liés? Est-ce qu'il y a une équation mathématique qui relie R, θ et phi? En coordonnées sphériques, R, θ et phi sont indépendants l'un de l'autre. Ils sont complètement indépendants. Puisqu'ils sont indépendants, toujours quand les coordonnées sont indépendantes, eh bien, la fonction, c'est un produit de trois fonctions, chacune avec sa propre coordonnée. C'est quand c'est indépendant. Hein. Donc ici, ça va être égal à une fonction de R que multiplie une fonction de θ que multiplie une fonction de phi. C'est ça l'astuce. Pour résoudre l'équation de Schrödinger, comme elle est très difficile, on passe aux coordonnées sphériques. Et quand on passe aux coordonnées sphériques, l'avantage, c'est qu'on a des coordonnées qui sont indépendantes. Séparation des variables. Donc, la fonction d'onde totale sera égale au produit de trois fonctions. Une par rapport à R, une par rapport à θ et une par rapport à phi. Bon, la résolution, elle se fait, c'est un travail très long, c'est-à-dire c'est pas direct. Je ne sais pas si vous l'avez fait en détail en cours. Est-ce que vous avez fait en cours la résolution en détail? Je ne pense pas. Elle vous a donné uniquement le résultat. Oui, Donc, uniquement le résultat. voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très simple à comprendre. Quand on travaille en coordonnées cartésiennes, on ne peut pas résoudre l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène parce que les coordonnées cartésiennes x, y et z sont liées par l'équation de la sphère. Donc, on change de système de coordonnées, on passe aux coordonnées sphériques. Quand on travaille en coordonnées sphériques, alors en coordonnées sphériques, l'hamiltonien, il va changer, bien sûr. Hein, l'hamiltonien. Il faudra l'écrire en coordonnées sphériques. D'accord? Et quand on travaille en coordonnées sphériques, les coordonnées sphériques sont indépendantes les unes des autres, complètement indépendantes. Quand elles sont indépendantes, eh ben, on peut séparer les variables, comme on a fait tout à l'heure pour la boîte rectangulaire. Comme x et y sont indépendants dans la boîte rectangulaire, eh ben, c'est une fonction de x que multiplie une fonction de y. Ici, comme r, θ et phi sont indépendants, eh ben, c'est une fonction de r fois une fonction de θ fois une fonction de phi. D'accord? Et tout le travail qui a été fait, pour trouver la solution, a montré que la fonction de R dépend d'un nombre quantique n. NL, je crois. Je ne me rappelle plus. Je vais vérifier. NL. Attendez que je vérifie. Est-ce que je vais trouver l'information? Le R, c'est N. Il n'y a pas L. Non, le θ, Je crois qu'il y a L. LM. Non, R, Le N, θ, c'est L. LM. LM. Ici, il y a L. Non, Il n'y a pas de L ici. non. Bon. Phi, oui. Phi dépend de M. Θ dépend de Oui. L et M. Et R Le R dépend de dépend de N. N. Voilà. Seulement de N, oui. Voilà. Donc, quand on a résolu l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène en utilisant les coordonnées sphériques, eh bien, il y a trois nombres quantiques qui apparaissent. N, L et M. Ce sont les nombres quantiques que vous connaissez. Nombre quantique principal, nombre quantique secondaire, nombre quantique magnétique. C'est ceux-là qui vont nous donner la 1S, la 2S, la 3S, etc. La 2P, la 3D. C'est ceux-là. N égale à 1. Vous les avez fait ça en cours. Vous avez fait. Oui. N égale à 1.
2 jusqu'à l'infini. L, il est égal à 0, 1 Oui. jusqu'à n-1. Et M, il est compris entre moins L et plus L. Alors, il faut les connaître. D'accord? Et, bon, on ne peut pas connaître par cœur les expressions de R, θ et phi. Hein, on ne peut pas, c'est impossible. Elles sont dans les livres, elles sont... Donc, on vous les donne en général. Hein, même personnellement, je ne le connais pas par cœur. Donc, la fonction d'onde, on vous la donne. Par contre, bon, l'énergie et l'énergie E, l'énergie de cette fonction-là, donc psi, elle va dépendre de 3 nombres quantiques, n, l et m. Comme on l'a fait tout à l'heure, si, ici, elle dépend de 2 nombres quantiques. Eh bien, dans l'atome d'hydrogène, psi dépend de 3 nombres quantiques. 3 nombres quantiques. Donc, E, il dépend que de n. E est égal à... Attendez que je cherche la formule. Alors, E égale... Moins Z Voilà, au moins carré, Z2E2 sur moins 2M, Z2, moins Z2 moins MEE4, Z2E2 sur 2N2, je crois. 2N au carré. Comme ça. Madame E4. Hein? Ah Attendez. oui, oui. Ah oui, oui. Avec le Moins A0. Z2E2 sur 2N2 à 0. Comme ça. Oui. Mm. Voilà. D'accord? Moins Z2E2. Z, pourquoi j'ai mis Z? C'est-à-dire Z, c'est parce que c'est valable pour les hydrogénoïdes. Donc, on met Z. Mais pour l'atome d'hydrogène, Z égale à 1. Pour les hydrogénoïdes, par exemple, l'hélium plus, son Z, il vaut 2 et il a un électron parce que les plus, on a arraché un électron. Donc, voici la formule pour l'énergie. Moins Z de E2 sur 2N2 fois A0. Donc, pour résumer, on résout l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène en coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques sont indépendantes les unes des autres, donc il y a séparation des variables. Quand il y a séparation des variables, il y a la fonction d'onde, elle s'écrit sous forme d'un produit de 3 fonctions, chacune suivant une coordonnée, R, θ et phi. Et l'énergie est égale à cette formule. Et il y a 3 nombres quantiques qui apparaissent. Donc l'énergie, là aussi, elle est quantifiée, c'est normal. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, donc, maintenant qu'on sait comment, sous quelle forme s'écrit la fonction et sous quelle forme s'écrit l'énergie, on revient à la question numéro 1. Donc, on revient à l'exercice. Dans l'exercice, on vous dit, on considère l'atome d'hydrogène, donc Z égale à 1, dans son état d'énergie E, qui est égal à moins E2 sur 2 à 0, avec associé à la fonction psi NLM, qui est égale N exponentielle moins R sur A0. Donc, voici la fonction, c'est-à-dire que, d'ailleurs, regardez, cette énergie-là, c'est à partir de celle-là qu'on a trouvé celle-là. Et cette fonction-là, c'est celle-là. Partie de R que multiplie normalement. Qu'est-ce qu'on devrait avoir ici? Une partie en R, Heilig, la partie en R, c'est celle-là, que multiplie une partie en θ, que multiplie une partie en phi. Vous voyez bien qu'il n'y a pas une partie en θ, il n'y a pas une partie en phi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont, ça vaut 0. Hein. Ça ne veut pas dire que θ de θ égale à 0, que la fonction par rapport à θ égale 0 et la fonction par rapport à phi égale 0. Non. Parce que si elles sont nulles, ça veut dire que tout est nul. Ça veut dire qu'elles sont égales à des constantes. Et les constantes, elles ont été mises dans celle-ci. D'accord? Est-ce que vous suivez? Oui. Alors, essayez de suivre. Il ne faut pas décrocher, hein, restez concentrés, il n'y a pas grand-chose. Alors, vous allez voir. Première chose qu'on nous a demandé de faire, c'est de normaliser la fonction psi. Pourquoi on me demande de normaliser la fonction? Parce qu'on me dit n exponentielle. Et le n, il vaut combien? Il faut qu'on le cherche.
Donc, normalisation de psi. Qu'est-ce qu'on fait? L'intégrale, toujours la même formule, psi conjugué psi des taux égale à 1 sur le domaine. Ça, c'est la formule générale pour la normalisation d'une fonction. D'accord? Donc, cette fonction-là qu'on nous a donnée, elle correspond à cette énergie. Mais on ne m'a rien dit. On ne m'a pas dit combien n, combien l, combien m. La niche. On continue comme ça. Après, on va les déterminer. Mais il faut connaître la valeur de n. N, c'est le coefficient de normalisation. Pour trouver le coefficient de normalisation, il faut normaliser psi. Pour normaliser psi, il faut calculer cette intégrale. L'intégrale sur le domaine de psi conjugué psi, des taux égale à 1. D'accord? Donc, on fait le calcul. Alors, regardez bien. Sachant qu'on travaille à 3 dimensions. On travaille sur R, θ et phi. On travaille sur R, θ et phi. Donc, on travaille à 3 dimensions. Donc, le domaine, puisqu'on travaille sur R, θ et phi, ça, notre intégrale, c'est une intégrale triple. Une intégrale triple. Mais c'est très facile à calculer. Il ne faut pas s'inquiéter. Une intégrale triple. Une intégrale sur R, une intégrale sur θ et une intégrale sur phi. D'accord? Psi, c'est égal à psi conjugué. Alors, psi est égal à n exponentielle moins r sur A0. R, c'est la distance entre l'électron et le noyau. A0, c'est le rayon de l'atome de bord. Là, on vous donne les résultats directs. On ne vous explique pas comment on les a trouvés. Alors, la fonction, elle est réelle, donc le conjugué de psi égale à psi. Donc, ça va me faire la fonction au carré. D'accord? Le détaux. Le détaux, c'est l'élément de volume. Quand on travaille à une dimension suivant x, on met des x. Si on travaille à une dimension suivant y, on met des y. Si on travaille à 2 dimensions suivant x, y, on met des x, des y. Mais là, on travaille à 3 dimensions suivant x, y, z. Mais non, suivant r, θ et phi. L'élément de volume, c'est R2. Il faut le connaître, ça. Sinus θ, dθ, dr, dφ, qui est égal à 1. Maintenant, le domaine, il faut que je définisse les bornes d'intégration. R, toujours, quand on fait la normalisation, toujours de 0 à l'infini. Θ, il varie de 0 à pi. Et phi, il varie de 0 à 2pi. Voilà. Et c'est toujours comme ça qu'il faut faire les calculs concernant l'atome d'hydrogène. D'accord? Donc, cette intégrale-là, elle paraît compliquée, mais en fait, elle est très facile. Pourquoi? Parce que R, θ et phi sont complètement indépendants l'un de l'autre. Et vous savez, je pense que vous l'avez fait, donc vous avez fait les intégrales au semestre 1, quand vous avez fait les intégrales multiples, on vous a dit que lorsque les variables sont indépendantes, vous voyez bien qu'il n'y a aucune relation ici entre R, θ et phi. Il n'y a pas, par exemple, θ, il varie de 0 à pi et phi, il varie de 0 à θ. Là, non, ce n'est pas indépendant. Mais là, regardez, 2pi, pi, 0, 0, l'infini, il n'y a aucune relation entre θ et phi et r. Lorsque les variables sont indépendantes, eh ben, l'intégrale triple, c'est le produit de 3 intégrales, chacune suivant la coordonnée. Donc, ça va être, bon, je fais sortir le n au carré, le produit, l'intégrale de 0 à l'infini de la partie radiale, c'est-à-dire la partie en R, R2, tout ce qui contient le R, moins 2R sur A0, dr. Je mets ici tout ce qu'il y a, toutes les expressions qui contiennent R, parce que ici, suivant R, que multiplie l'intégrale de 0 à pi, tout ce qui contient θ. Il n'y a rien, il y a sinus θ. Sinus θ, dθ. Que multiplie l'intégrale de 0 à 2pi, ça c'est phi, tout ce qui contient phi.
Il n'y a pas de fonction phi ici, il n'y a pas. Donc, uniquement des phi. Est-ce que vous avez compris? C'est clair? Oui. Voilà. Maintenant, sinus θ dθ, l'intégrale de dφ, c'est phi entre 0 et, pi, et 2π, c'est égal 2π. L'intégrale de sinus θ, c'est moins cosinus θ. Entre 0 et pi, d'accord? C'est égal à 2. Il faut remplacer. Moins cosinus pi. Moins, ça fait plus cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. Cosinus pi, c'est moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait 2. Donc, cette partie-là est égale à 4pi. 2 fois 2pi, 4pi. Il me reste cette partie-là. Comment? Vous suivez? Il y a une question. Non. Alors, cette partie-là en R, bien sûr, vous ne pouvez pas la faire. Vous ne pouvez pas la. C'est pas que vous ne pouvez pas, vous pouvez. Parce que ça se calcule facilement par partie. Une intégration par partie. Mais en général, quand il y a l'infini, c'est pas évident. En général, on vous donne l'expression de cette intégrale. Regardez la série à la fin, je crois. Voilà, à la fin. Regardez à la fin du premier exercice. L'intégrale de 0 à l'infini, r puissance n, exponentielle, moins r dr, de 0 à l'infini, est égal factoriel n sur a à la puissance n plus 1. D'accord? Donc ici, le n, il vaut 2, r au carré. Le n, il vaut 2, et le a, il vaut 2 sur a0. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Donc cette partie-là serait égale à factoriel 2 divisé par a, c'est-à-dire 2 sur a0 puissance n plus 1, c'est-à-dire 3. Est-ce que c'est clair? Non, madame. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Comment on applique la formule? Oui. Alors, l'intégrale, vous la voyez? Oui. Maintenant, mettez à côté l'expression qu'on vous a donnée. Vous prenez la série et vous mettez à côté l'intégrale de 0 à l'infini, r à la puissance n, exponentielle moins ar, dr. R à la puissance n, exponentielle moins ar, dr. Vous faites par identification. Donc ici, le n, il vaut 2. Par rapport à la formule, le n, il vaut 2. Et le a, il vaut combien? Le a, c'est celui-là. Ça, c'est a. Et ça, c'est... Alors, attention, n, ce n'est pas le nombre quantique. Hein. C'est juste un entier. D'accord? Donc, si on remplace, comme n vaut 2, 2 factoriel. C'est égal à 2 factoriel. Comme a, il vaut 2 sur a0, donc 2 sur a0 puissance n plus 1, c'est-à-dire puissance 3. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Voilà. Donc, on aura, finalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura n au carré que multiplie factoriel 2, c'est-à-dire 2. 2 divisé par ça, ça fait quoi? Ça, c'est 8. Et ça, c'est A0 au cube. Que multiplie 2 fois 2pi, ça veut dire 4pi. C'est-à-dire 4 fois 2, 8. Donc, je simplifie. Donc, N2, A0 au cube fois pi égale à 1. Parce que c'est égal à 1. On l'a mis depuis tout à l'heure. Donc, N égale, N au carré égale 1 sur pi A0 au cube racine.
Plus ou moins la racine. Mais en général, on ne prend pas le moins. Hein. Le signe n'a pas de sens physique. C'est-à-dire que ce n'est pas important. Donc, on prend plus. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Bon, ça, c'est pour la normalisation. Attention, n'importe quelle fonction qu'on vous donne, vous devez être capable de la normaliser. Maintenant, dans le cas de l'atome d'hydrogène, c'est toujours en coordonnées sphériques. Donc, c'est toujours de cette manière qu'il faut faire, quelle que soit la fonction qu'on vous donne. Après, si on vous donne une autre fonction qui contient, par exemple, un sinus ou bien un cosinus, θ, etc., ben vous allez l'ajouter ici. Si la fonction, elle contient une partie en phi, vous allez l'ajouter ici. La partie en R, elle peut changer. Après, on sépare. Et on calcule chaque intégrale toute seule. Suivant ce qu'on me donne. Suivant ce qu'on donne. Oui? J'ai pas compris le R au carré sinus θ. Pourquoi on a ajouté R au Celui-là? carré? Oui. Celui-là. Ça, Oui. c'est l'élément de volume. Ça, c'est des taux en coordonnées sphériques. Toujours. Toujours. D'accord. Parce que si vous prenez d'autres types de coordonnées, par exemple, si vous prenez des coordonnées elliptiques, le détaux, il change. Si vous prenez des coordonnées polaires, le détaux, il change. C'est r dθ. En coordonnées polaires, c'est r dθ. En coordonnées elliptiques, je ne me rappelle pas de la formule. Il y a plusieurs aussi variables, je ne me rappelle pas. Dans tous les cas, ce n'est pas la même. Si vous prenez des coordonnées cartésiennes, détaux, c'est dx que multiplie dy que multiplie dz. Ça, c'est ce qu'on connaît, le cas le plus simple. Mais en coordonnées sphériques, le détaux, c'est toujours r au carré que multiplie sinus θ, dθ, dr, dφ. Ça, vous devez le connaître D'accord, si on ne vous le merci. donne pas. Vous avez compris? Oui, merci. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on a normalisé la fonction. On a normalisé la fonction. Alors, on regarde la question suivante. Donner sans faire de calcul. Donner sans faire de calcul et en le justifiant la valeur des nombres quantiques n, l et m, caractérisant cet état. Puisqu'on a dit, on vous donne l'atome d'hydrogène dans un état d'énergie. Donc, on vous donne l'énergie égale moins E au carré sur 2 à 0, associé à la fonction d'onde psi. Maintenant, on a calculé le n. Donc, on peut l'écrire 1 sur pi à 0 au cube racine exponentielle moins r sur A0. Comment on va faire pour déterminer n, l et m? Si n, l et m. Comment on va faire pour déterminer? Alors, regardez bien, on vous dit sans faire de calcul. Sans faire de calcul. Alors, comment on fait sans faire de calcul? Eh bien, le n, c'est très simple. Pour le n, toujours, à partir de l'exponentielle. C'est-à-dire à partir de ça, la partie en exponentielle. Exponentielle moins r sur A0. Normalement, c'est exponentielle moins r sur n A0. Dans la formule générale de psi, vous suivez, dans la formule générale de psi, la partie radiale, c'est-à-dire la partie qui contient r, elle s'écrit sous forme, la partie radiale. Je vous ai dit, il y a une partie radiale. Elle s'écrit sous la forme d'une fonction de r. Je ne connais pas, moi, personnellement, par cœur. Elle change. Mais je sais que c'est toujours exponentielle moins r sur n à 0. Je le sais, toujours. Donc, pour trouver le n de la partie radiale, il suffit de regarder son exponentielle. Ici, on s'en fiche. Mais on regarde l'exponentielle. Donc, si ici, il n'y a rien n'est écrit ici, ça veut dire que le n, il vaut combien? 1. Voilà. Ça, c'est la valeur de n. Donc, puisque
Ici, j'ai exponentielle moins R sur 1 fois A0. Donc, ça, c'est N. N, il vaut 1. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on vous a dit sans faire de calcul. C'est direct. Donc, le N est déduit directement à partir de l'exponentielle. Le N est déduit à partir de l'exponentielle. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le L. Le L, il est compris. Le L, il vaut combien? Le L, il vaut 0, 1, jusqu'à N moins 1. Maintenant, le L, comme N, il vaut 1. N moins 1, c'est 0. Ça veut dire que le L, il vaut 0, puisqu'il varie de 0 à 0. Vous avez compris? Oui ou non? Oui, Eh. madame. Par exemple, si N il vaut 2, si N vaut 2, 2 moins 1, c'est 1. Le L, il vaut 0 et 1. À ce moment-là, on aura un problème. Comment on va savoir lequel? C'est pas possible. Il faut faire des calculs. Alors que là, le N, il vaut 1, N moins 1, 0. Donc, de 0 à 0, c'est-à-dire 0. Alors, toutes les fonctions radiales, c'est une fonction radiale. Psi est radiale. Bien, est radiale. Pourquoi? Parce qu'elle ne contient pas θ et phi. Donc, psi radial, si psi radial, directement, elle vaut 0. Directement. D'accord? Le L, il vaut 0 parce qu'elle est radiale. Ici, dans ce cas-là, il y a deux choses qui nous disent qu'elle vaut 0. La première chose, c'est parce qu'il varie de 0 à 0, comme n égale à 1. Et la deuxième chose, c'est parce qu'elle est radiale. Et comme n égale 0 et m, il est entre moins L et L. Donc, m, il est entre 0 et 0. Ça veut dire que m, il vaut 0. Donc, pour les fonctions radiales, m vaut 0 et n vaut 0. Directement. Vous avez compris? Oui. Voilà. Donc, si on vous donne une fonction qui est radiale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une partie en θ et elle n'a pas une partie en phi, uniquement une fonction de r, eh bien, le n, c'est à partir de l'exponentielle de r, et le L et le M sont nuls parce qu'elle est radiale, tout simplement. D'accord? Maintenant, pour quand c'est d'autres cas, on aura besoin de faire des calculs. Alors ensuite, vérifier que psi est fonction propre de h. Alors là, ça va faire des calculs très longs. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez ou vous voulez continuer ou bien vous êtes saturé? Parce que là, on va entamer des calculs très longs. Donc, on est à la question 4. Madame, on va arrêter, s'il vous plaît. Alors, si on arrête, moi, il me faut absolument, obligatoirement, une séance pour finir cet exercice. Une séance en plus. D'accord. Hein? Bon, on va arrêter. Alors, on va arrêter, on va reprendre à partir de la question 4. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez demain ou jeudi? Jeudi On matin. va voir avec la déléguée. On va voir avec la déléguée. D'accord. Alors, est-ce qu'on vous a dit que, bon, pour la semaine prochaine, ce sera la semaine du présentiel, mais à cause de l'Aïd, on ne pourra pas. Oui. Oui, Donc, madame. est-ce qu'on vous a programmé des jours de remplacement ou là? Non, mais la faute ما داروش. ما داروش des jours pour remplacer les 2 jours هذوك تاع العيد. Non, ماشي محسوبة هذيك لا سيمين مدام. ماشي محسوبة. ماشي محسوبة. Alors, attendez, mademoiselle, فهميني. Ça veut dire que la semaine prochaine, ما كاش في présentiel. Non.
Donc, le présentiel تاعنا, il commence l'autre semaine. Oui. Ah, d'accord, très bien. Ok. Là c'est bien. Ok. Donc, on aura encore deux séances en présentiel en bas. Très bien. C'est pas ce que Oui. j'ai dit. D'accord. Bah, je sais pas, ok, ok. Bon, ben écoutez, moi, ce que je vous propose, parce que là, il reste encore beaucoup d'exercices. Si vous voulez, on peut faire... qu'est-ce qui reste? Il reste exercice 1, exercice 2. Il y a 2 exercices. Donc, il nous faut peut-être une séance la semaine هذيك مور العيد peut-être. Ou bien, si c'est pas jeudi, si vous pouvez pas jeudi, on sera obligé de faire ça après. Ou bien dimanche. Pour finir l'exercice. Madame, la semaine, je veux dire mercredi, jeudi, ma مرين اسمها مور العيد نلقاو سيونس في لافاك نجو نقراو. في لافاك تجو تقراو سيونس en présentiel مور العيد. وي يكونوا في لافاك. واش من نهار مور العيد ماشي لا بروميير سومان. سي. تجيو ميركودي جودي هذاك تاع مور العيد. نو مدام ما يقدروش يجوا. ما يقدروش يجوا فوالا. دونك حتى l'autre semaine. وي قصدي لا سيمين تاع البريزونسيال نديرو اون سيونس سوبليمونتير. الوغ الا تقدروا تلقاو لي une séance supplémentaire la semaine dans le présentiel, moi ça me dérange pas, au contraire, mais à condition que ça soit le matin à 8 heures. Par exemple, le mardi à 8 heures, ou là, le dimanche à 8 heures, le jeudi à 8 heures. D'accord, madame. Voilà, باش نلقاو les salles, sinon ما نلقاوش. D'accord. Madame. Oui. رانا حابين إذا تقدري ديري لنا ريفيزيون كي نولو مور العيد باش نبداو لا ريفيزيون تاع البروغرام. واش قرينا في الكور لي زيكزارسيس باش نعاودو نحكمو باش كي يلحق ليكزامان نكونو واجدين ما نلقاوش لا بريسيون. On n'a pas encore fini de faire la série. Comment on va faire une révision alors qu'on n'a pas fini la série? Madame, des séances supplémentaires, خاطي البروغرام خاطي l'emploi du temps نديرو des séances supplémentaires تعاودي لنا كاع des exercices des applications من عندك ولا نشوفوا من بعد. انا ça me dérange انا personnellement le présentiel, je préfère le présentiel même si c'est قلت لكم